Bienvenue sur Les Échappées du Leadership, le seul podcast où le leadership se réinvente un pas après l'autre. Aujourd'hui, on accueille une aventurière du corps et de l'esprit, Laura Vukov. On dit comme ça ? Vukov, exactement. Très bien. Diplômée en management, voyageuse infatigable, passionnée par l'humain et surtout grande exploratrice des réflexes primitifs. Oui, les nôtres, pas ceux de nos ancêtres des cavernes. Laura a fait de la communication, de l'écoute et de l'instinct ses outils de leadership. Alors on va plonger dans son parcours et découvrir comment se reconnecter à soi peut transformer notre manière de diriger, sans oublier quelques anecdotes croustillantes sur les réflexes inconscients qui nous mènent parfois en bateau. Bonjour Laura. Bonjour Benoît, merci beaucoup pour l'invitation et pour ce belle introduction, merci. J'espère qu'elle te correspond. Eh bien oui, je me suis bien retrouvée, merci beaucoup. Bon, alors Laura, tu m'as emmené ici, est-ce que tu peux nous préciser où on se trouve pour les auditeurs ? Bien sûr, alors là on est au cœur de Paris, on est dans le jardin du Luxembourg, un endroit que j'affectionne particulièrement parce que j'ai habité à côté et que c'est là où ma fille est née, juste à côté. Donc c'est un endroit intéressant pour moi et qui ramène un peu de verdure et de nature au milieu de cette belle ville qu'est Paris. Donc voilà, on marche en ce moment même au milieu des arbres dans le jardin. Des arbres assez dénudés puisqu'on on est en hiver. Alors, Laurent, on va te découvrir puisque les auditeurs ne te connaissent pas forcément. Est-ce que tu peux nous dire qui tu es en 2025 j'imagine en quête de vérité, mais au-delà de ça, qu'est-ce que tu fais ? Quel est ton... Voilà. Comment tu te décrirais ? Moi, je me décrirais comme une personne qui a fait un bon chemin. J'ai 40 ans passés et j'ai vécu un peu différentes vies qui m'ont amené aujourd'hui à m'être bien questionnée sur moi et sur la vision que je voulais mettre en place pour ma vie. Et j'ai trouvé un outil incroyable, en tout cas je trouve incroyable, qui s'appelle donc l'intégration des réflexes primitifs. Et aujourd'hui, je fais du coaching et de l'accompagnement thérapeutique familial également pour aider les personnes à mieux se connecter avec elles, leur environnement. Et j'utilise donc cette thérapie qui s'appelle l'intégration des réflexes primitifs et ça se passe par le mouvement. Donc, qui colle complètement à l'idée du podcast en mouvement. Voilà, c'est de l'intégration motrice primordiale et ce sont des mouvements rythmiques qui vont permettre de pouvoir mieux se connecter à soi et donc à son environnement. Ok, bon, on va revenir sur la question des réflexes primitifs qui peut sembler être un vocable parfois inaccessible pour ceux qui ne connaissent pas. On y reviendra. Avant ça, on va parler de toi. Bon, je l'ai dit en introduction, tu as pas mal vadrouillé, tu as fait... tu as exploré différents types de postes, tu as été dans le secteur privé, etc. Bref, tu as pas mal voyagé, au sens large, y compris dans ton monde intérieur. Comment ces expériences t'ont façonné et ont fait que tu es arrivé là aujourd'hui ? C'est très vrai ce que tu dis, il y a eu beaucoup de voyages et qui ont fini par un voyage interne, mais qui ont commencé par un voyage externe. Donc dans ma vie, il y a eu beaucoup de mouvements. À 20 ans, je suis partie en Australie, je suis restée là-bas pour mes études. J'ai ensuite fait un stage au Vietnam, je suis repartie en Australie. J'ai habité dans le sud, à Londres. Enfin bon, j'ai fait pas mal de choses, donc en mouvement toujours, effectivement, maintenant qu'on en parle. Et je pense qu'à l'époque, j'avais ce mouvement extérieur qui aujourd'hui, avec le recul, je le perçois comme une espèce de fuite, un petit peu fuite en avant, dans le mouvement. Et quand un jour, je me souviens, donc c'était mon mode de fonctionnement, c'était vraiment de partir, aller découvrir des nouvelles choses, mais surtout aller loin. Je sais pas, j'avais eu cette envie au fond de moi qui me poussait à aller découvrir et de partir voyager, d'aller loin. Et je me rappelle de ce jour où je pense qu'il y a eu vraiment un déclic. J'étais au Brésil, sur une des plus belles plages. Si tu lis les 7 plus belles plages du monde, celle-là en faisait partie, Lopez Mendes, enfin bref. Je suis là assise, je regarde la plage et là je me dis, mais qu'est-ce que je fous là ? Et je crois que là ça a été vraiment un moment où je me suis dit, ok, je crois que je suis arrivée au bout d'un système et là il va falloir que je teste quelque chose de nouveau en fait. Je vois bien que là ce qui me procurait jusqu'à présent de l'envie, de la motivation, du plaisir, c'est arrivé à son bout. Donc qu'est-ce qui vient maintenant en fait ? Donc là il y a eu ce gros moment où ton monde comme tu le connais, ta façon de faire innée, donc tu n'as jamais en fait réfléchi à ce que tu faisais, d'un coup tu te le prends comme ça dans la figure et tu te dis ok, pourquoi ? Et là le pourquoi arrive enfin. Et à partir de là,
Toutes les croyances en tout cas que j'avais sur... moi j'étais anti le chien, l'appart, la maison, la famille, tout ça, ça me faisait vraiment peur. En fait, j'avais une peur profonde de me retrouver dans cette vie en fait. Donc je pense que c'était ma manière en tout cas de faire différemment, d'aller à l'autre bout du monde, de découvrir de nouvelles choses, d'être toujours finalement dans cette espèce de mouvement, mais peut-être avec le recul bien sûr aujourd'hui, un peu trop frénétique et pas posé. J'ai fait plein de choses très intéressantes, ça m'a permis de découvrir des choses incroyables, des nouvelles cultures, des autres façons de faire. Et je pense que je me suis aussi tout simplement nourrie de ça pour pouvoir être la personne que je suis aujourd'hui. Donc toutes ces expériences font que aujourd'hui, j'ai cherché une autre façon aussi peut-être d'être en mouvement, qui ne serait plus basée sur la fuite, mais plutôt sur l'envie de le construire. En tout cas, je le perçois vraiment comme ça. Au lieu de fuir, j'ai envie d'être posée, de construire des belles choses qui ne m'empêcheront pas forcément d'aller toujours voyager, mais ce sera différent. Ouais. On reparlera du rythme effréné et effectivement de ce mouvement agité que certains de nos auditeurs rencontrent dans leur vie, hein, jusqu'à aller, pour certains, jusqu'au burn-out. Hein. Et c'est vrai que la société nous y amène assez spontanément, on est toujours plus sollicité. Comment tu es arrivé justement à te questionner sur cette notion de ralentissement, ou en tout cas cette notion de mouvement vers l'intérieur? Voilà, qu'est-ce qui a été le premier, là où tu t'es dit, là c'est bon, je suis sur la voie, je commence à explorer les bonnes choses? Alors après, donc, cette prise de conscience que mon système n'était plus OK, alors forcément on se retrouve devant une page blanche, on ne sait pas trop quoi faire, mais je l'ai ressenti profondément. En fait, c'est un vrai ressenti où je me suis dit, OK, là je ne peux plus fonctionner comme ça. Si je continue comme ça, je perds tellement de sens que je commençais à être aussi beaucoup plus malade. J'avais une toux constante, ça a été une période un peu, voilà, où il y avait des manifestations aussi physiques, où mon corps tout simplement, j'ai écouté. Et j'habitais à Londres à l'époque, je crois que pendant 3 ans, j'ai eu une angine pendant quasiment 3 ans. Donc j'ai dû aussi me remettre en question sur ça. Et là, j'ai compris que toute l'image que j'avais finalement, alors dans un premier temps, il y a une espèce de mise en contexte de se dire, là j'étais contre, maintenant peut-être que je voudrais cette vie. Donc il y a un moment, on se cherche dans les deux, dans les extrêmes, pour finalement continuer à s'écouter et se dire, ok, c'est peut-être pas non plus la bonne solution, donc je vais vraiment écouter mon corps. Et honnêtement, ça a été le début de se dire, ok, pourquoi là mon système immunitaire, ça va pas. Donc au début, on blâme l'environnement, on se dit, c'est parce que j'habite là, c'est ça. Mais non, en fait, ça te suit. Je veux bien attraper la balle au bon là, sur la question du corps, parce que j'ai lu, voilà, notamment sur ton site, le corps est vraiment central dans ta démarche. Mais franchement, voilà, parfois on est coupé de son corps, hein, et à part entendre le bruit des notifs et du stress, où on sent bien qu'il y a beaucoup de choses qui se passent, on a du mal à se connecter au corps. Qu'est-ce que tu dirais pour que les gens se connectent davantage à leur corps? Alors, déjà, il faut en prendre conscience. C'est-à-dire que quand on ralentit, qu'on arrête d'être distrait par l'extérieur, il faut déjà le regarder. En fait, une chose, je me suis rendu compte qu'on fait peut-être pas suffisamment, c'est se regarder dans le miroir. Déjà, ça c'est vraiment une première étape, se regarder et prendre conscience de soi en fait. Aujourd'hui, dans la démarche éducatrice des enfants, on leur met des miroirs au sol pour qu'ils puissent se regarder dès qu'ils sont bébés. C'est vraiment la prise de conscience de ça. Et ben, l'adulte, je pense qu'il a besoin en fait de faire ça, de se voir plus, parce qu'on a tendance à regarder la vie des gens sur Internet, on regarde tout ce qui se passe. Par contre, on se regarde rarement soi, mais vraiment, je veux dire, vous ne vous regardez pas juste pour aller vous préparer le matin. C'est vraiment se poser et se regarder droit dans les yeux dans le miroir. Je pense que déjà, c'est une première étape importante. Et je pense que ça peut soulever déjà, peut-être faites le test, vous allez voir, ça va soulever déjà des choses en vous. Et peut-être les écouter. Est-ce que j'ai envie de me regarder? Est-ce que j'ai... Moi, ça peut le faire, un espèce de rejet. Comment je me sens en fait quand je me connecte à moi 2 minutes? C'est-à-dire que c'est moi dans les yeux. Ça, c'est vraiment une étape déjà importante pour la prise de conscience, je pense. On sait que les auditeurs ont une capacité, voilà, d'attention qui est limitée, hein, donc toutes les 10 minutes on essaye de faire des espèces de coupures rythmiques. Est-ce qu'il y a voilà, un rituel, alors tu viens d'en parler d'un rituel qui est de se regarder face miroir, mais est-ce qu'il y aurait un rituel physique pour le coup, corporel, que tu suggérerais là à nos auditeurs? Alors oui, donc après avoir reconnecté avec soi, en se regardant dans les yeux, qui est votre partie émotionnelle qui est très importante pour la connexion. Après, il y a
Au-delà de ça, il y a votre corps qui va, en fait, c'est à travers lui que tout se vit. C'est-à-dire que c'est votre meilleur ami, il est là du matin au soir, du début à la fin de votre vie. Et il faut vraiment prendre conscience. Donc ce qui est important, dans un premier temps aussi, c'est de le regarder. Tout simplement, de commencer à regarder, de se dire, ok, là j'ai mes bras. En fait, il faut se le dire. C'est comme si dans votre vision, dans votre cerveau, il projette une image de vous. Si jamais elle n'est pas suffisamment complète, c'est-à-dire que lui, il peut, dans l'image projetée qu'il a de vous pour que vous puissiez avancer dans votre journée, vous sentir en équilibre, communiquer, il faut qu'il soit bien défini. C'est-à-dire qu'il faut qu'il voit vos jambes, vos bras, qu'il sache vous situer dans l'espace. Donc là, si c'est pas inné et qu'on se sent pas tout le temps connecté avec son corps ou dedans, il faut lui apporter la conscience. Donc il faut, dans un premier temps, avec votre cerveau, lui dire « Regarde, là j'ai mon bras. Regarde, là j'ai ma jambe. » Et on peut toucher. C'est des petites palpations. Vous appuyez vraiment une toute petite pression et vous pouvez nommer et déjà faire le tour de votre corps. C'est un peu comme quand on veut rentrer en méditation et qu'on commence à dire « Mais là, il n'y a pas le côté touché. Dans la méditation, on va vous faire allonger, les bras complètement allongés en Shavasana, bref. Donc il n'y a pas le côté où vous allez en fait porter vraiment du toucher sur le corps. Là, je pense que ce qui est important, c'est un peu dans le même principe. Là, vous vous allongez, on se détend, on respire à travers ses pieds, etc. Mais on les touche en même temps. Ouais. En fait, c'est vraiment donner l'indication à votre cerveau, regarde, mes pieds se trouvent ici. Regarde, mais en fait, tout se trouve là. Et ça, c'est un petit exercice qui peut prendre 3 minutes. Le matin, j'inspire, mes pieds sont ici. On les ancre. J'inspire, hop, mes mollets, mes jambes, mes genoux, mes hanches, mon ventre. Le ventre, très important, siège de vos émotions. Il faut lui dire que c'est ici que ça se trouve et le relier en fait avec votre tête. Et là, ça permet petit à petit de délimiter son corps et d'en prendre conscience. Et tout ça, ça va vous servir pour la communication, pour savoir dire... En fait, c'est des choses toutes bêtes. Plus vous savez où votre corps il est, plus vous allez pouvoir vous sentir à votre place dans l'espace, et plus vous allez pouvoir... des choses aussi bêtes que savoir dire non, savoir dire stop, là c'est trop près, là c'est... Voilà, savoir interagir dans votre zone. Quand on sait où est son corps, c'est plus facile. On va profiter d'une petite pause qui est très illustrative de ce que tu viens de décrire, puisqu'on a 3 groupes qui font du tai chi, hein, avec des mouvements très lents, hein, qui effectivement se repèrent dans l'espace. Hein. On est effectivement au milieu du parc et il y a un groupe de 5 dames qui font des petits mouvements, un autre groupe avec bien une quinzaine de personnes, et un troisième groupe, pareil, une autre quinzaine. Ouais, et on voit bien que ce mouvement est central. Alors, ce qui m'intéresse là dans ce que tu décris, c'est qu'il y a une connexion à soi, une connexion au corps. Alors souvent, j'ai une attention particulière hein, sur nos auditrices. Là, j'aimerais avoir une attention particulière sur nos auditeurs qui souvent sont déconnectés hein, de leur corps, de leur vulnérabilité, pardon, de leur sensibilité. Est-ce que tu auras un message particulier à leur adresser ? La première chose qui me vient effectivement, c'est déjà de ne pas en avoir peur. Parce que souvent, quand on a peur de ce qu'on ne connaît pas. Si on n'est pas suffisamment relié à son corps, c'est qu'on n'a pas une compréhension suffisante pour s'y sentir à l'aise avec tout ce qui peut se passer dedans. Donc, c'est juste apprendre à le connaître. Et une fois que vous apprenez à le connaître, en fait, à vous y connecter, à le reconnaître, là, tout devient plus simple. Une fois que vous le connaissez, vos émotions, votre sensibilité, elle ne vous fait plus peur puisque vous comprenez qu'en fait, c'est inné, c'est ce qui vous fait de vous un être humain. Si vous n'êtes pas ça, vous êtes un robot en fait. Donc si on n'a pas... Ce qui nous différencie, c'est que vraiment le corps humain, pour être en mouvement, l'émotion, elle ne se contrôle pas. Elles sont toutes valides et moi, je pars du principe qu'il n'y en a pas des positives ou négatives. Elles sont toutes valides parce qu'elles ont toutes un message. Et c'est elles qui vont être votre moteur à la base. Donc si le corps ne sait pas les détecter et comprendre pourquoi il se met en mouvement, par son émotion, s'il la rejette, qu'il la bloque, qu'il la met de côté, qu'il en a peur tout simplement, par protection, en fait c'est comme si vous passez un petit peu à côté d'une partie de vous qui aurait un message important à vous donner et à être communiqué, qui va vous donner une vision différente, qui va vous permettre d'agir de façon différente pour atteindre souvent les nouveaux objectifs que vous vous fixez. Oui, c'est directement rattaché à la question des objectifs de vie, des objectifs professionnels, de la performance, hein, même si on va plus loin.
On fera des liens tout à l'heure avec le leadership. Je voudrais bien qu'on revienne sur le mot, sur les mots réflexes primitifs, parce que ça sonne un peu Jurassic Park dans l'esprit. Et là, derrière cet arbre arrive un dinosaure. Attention. Donc j'aimerais bien que tu nous vulgarises ça. Et encore une fois, on s'adresse aux leaders, entrepreneurs, et tout ça pouvait être au féminin bien sûr. Mais c'est quoi les réflexes primitifs? Alors, je vais essayer de faire simple. On est tous égaux dans le sens où on a tous les mêmes capacités à la base. Peu importe de là où on vient, peu importe notre code génétique, peu importe quoi qu'il, on a les mêmes fonctions qui sont disponibles. C'est-à-dire qu'elles sont là, elles sont latentes, il faut les brancher dans notre cerveau. Dès que dans la gestation, on a déjà toutes ces fonctions en fait qui sont présentes. Après, ce qui va dépendre de leur développement, ça va être tout simplement la façon où vous allez arriver, le mouvement, l'environnement. À la base, les réflexes primitifs, c'est ce qui permet à votre cerveau de se construire. C'est-à-dire que tout est déjà là. S'il n'y a pas de mouvement, il n'y a pas de possibilité en fait, de développer son cerveau. Donc pour avoir du mouvement, il faut bien que le corps puisse se mouvoir, bouger, avoir des réactions. Donc ce sont des réactions involontaires, c'est des schèmes moteurs involontaires qui se mettent en place, qu'on a déjà, qui sont innés. Vous ne commandez pas ce qui se passe, mais votre cerveau en fait répond à des stimuli internes ou externes. Et c'est ça qui va permettre en fait à votre système neurologique de se mettre en place, de construire une base, et ça vient mettre en place toutes vos structures. C'est-à-dire que ça va aller des émotions à votre capacité de cognition, à votre motricité. Donc tout ça, c'est déjà encodé dans le cerveau de tout le monde. Tout être humain de base a exactement les mêmes prédispositions. C'est juste que suivant son environnement, les émotions perçues, tout ce qui va se passer en fait autour va formater et brancher ça d'une façon différente. Alors pour bien comprendre, quand tu dis voilà, ce formatage, il s'opère quoi? Avant la naissance, après la naissance, pendant l'adolescence? Est-ce qu'il y a un moment où tout ça se fige? Alors ça se fiche pas, Dieu merci, la neuroplasticité, c'est la capacité donc, du cerveau à créer constamment tout au long de la vie des nouveaux neurones. Ça dure tout le temps. En revanche, il y a une fenêtre où ça va être beaucoup plus rapide. C'est-à-dire que le bébé, dès qu'il est dans le ventre de la mère, il va devoir déjà savoir se retourner, se positionner, sucer son pouce, préparer la déglutition. Tout ça, ça se fait déjà dans le ventre pour avoir une naissance qui va bien se passer, pour être dans le bon sens, sortir sans avoir besoin d'outils, que ce soit naturel. On est prédisposé à ce que ce soit naturel en fait. Donc il faut l'accompagner et ça va beaucoup dépendre du rythme cardiaque de la mère, de sa digestion, de son état de stress. C'est ce qui va permettre au cerveau, en fait si vous voulez, le cerveau il va se nourrir de ce qui se passe autour pour pouvoir, c'est toutes les stimulations, tout ce qu'il va percevoir, c'est les petits mouvements qui vont lui permettre d'encoder des choses pour sa survie, pour sa sécurité. Compris. Ok, alors maintenant encore une fois on se remet dans la peau de la manager qui a voilà, ses équipes au quotidien et elle sent qu'il y a des résistances là justement sur son engagement, sur sa confiance en soi, sur peut-être sa prise de parole en public. Quel lien elle peut faire avec voilà, ce qui s'est éventuellement passé dans son enfance et qu'elle pourrait éventuellement reprogrammer aujourd'hui? Très bonne question. Donc en fait, on va dire que ce pré-programme, vous l'avez utilisé, formaté d'une certaine manière qui vous a permis de survivre à un instant T, à un environnement que vous ne maîtrisiez pas puisque vous étiez un enfant. Vous étiez complètement à la merci de l'adulte qui s'occupait de vous, de vos figures d'attachement, etc. Donc vous avez, à ce moment-là, développé vos systèmes de protection de la meilleure façon possible sur l'environnement. Et quand on grandit, en fait, on ne fait pas toujours un reset. C'est-à-dire qu'on va apprendre des nouvelles choses, on va développer des nouvelles capacités, on va avoir des nouvelles fonctions, mais on a quand même un système de protection de base qui est tellement ancré, qui fait qu'on a du mal à se remettre dans la réalité de l'instant et de savoir si c'est danger ou pas danger. Donc le cerveau, en fait, quelque part, il veut vous protéger de quelque chose. Par contre, à l'heure actuelle, c'est peut-être pas efficace. C'est-à-dire que le réflexe, il doit apparaître, faire son job, c'est-à-dire qu'il se déclenche jusqu'à ce que votre réseau neurologique, se développe et se construise. On passe d'un mouvement involontaire à quelque chose que vous devez choisir. C'est-à-dire que si, à chaque fois que vous vous retrouvez en public et que vous devez parler, vous êtes hyper stressé, votre gorge se noue, c'est vraiment physiologique. Ça, c'est une réponse à la peur qui est physiologique. Vous passez en mode de survie, en figement. La voix ne peut vraiment pas sortir, c'est physique. En fait, physiologiquement, votre corps se rétracte et il va utiliser juste les fonctions principales.
il ne va pas pouvoir être disponible pour pouvoir vous faire faire ce que vous avez besoin de faire. Donc en fait, l'intérêt, à tout âge, c'est d'aller retravailler sur ce système nerveux par le mouvement. On va aller regarder qu'est-ce qui peut le déclencher et on va lui apprendre, tout simplement, c'est de l'intégration rythmique, donc il y a des mouvements rythmiques à faire. Il y a la respiration, ça va être la base, donc il y a des moyens de la travailler pour déjà que le corps se sente plus en sécurité, et de l'intégration tactile, que vraiment c'est un peu remodelé dans des nouvelles circonstances apaisantes, sécuriser votre corps pour qu'il ait les ressources nécessaires dans l'instant présent, de pouvoir se sentir en sécurité suivant une situation qui est donnée. C'est de l'entraînement en fait. C'est comme si à tout moment on peut réentraîner suivant un objectif qu'on veut atteindre. Je veux être plus engagé, je veux me sentir plus engagé pour mes équipes, je veux me sentir plus à l'aise quand je dois faire un discours. Je veux manager de façon bienveillante et être à l'écoute. Ça, c'est des objectifs. On peut essayer de le faire parce qu'on a lu des techniques, on sait que c'est possible. Par contre, vous allez vous rendre compte que tous les jours, par réflexe, c'est pas forcément ce qui va sortir. Et c'est OK. Actuellement, on va dire que si votre cerveau n'a pas fait l'expérience suffisamment de faire cette réponse bienveillante, que ce n'est pas encore un automatisme, vous avez d'autres automatismes qui vont se mettre en place. Et c'est là où il peut y avoir un décalage souvent. On a prévu de faire ça, puis à la fin de la journée, on se dit, ça quand même, ça collait pas, quoi. Mais on ne fait pas exprès, c'est-à-dire qu'à cet instant, vous avez fait de votre mieux. Par contre, dès lors que vous avez l'objectif, que vous voulez vraiment l'atteindre, là, on va pouvoir aider votre cerveau avec des mouvements à aller chercher et se programmer pour atteindre ces objectifs et que ça devienne votre mode par défaut, on va dire. Ok, alors tout ça, encore une fois, je me fais l'avocat du diable, hein. Tout ça, c'est bien beau, mais moi, je n'ai pas une minute à moi. Dans le meilleur des cas, j'arrive à faire ma séance de yoga pour rééquilibrer mon corps. Comment je peux intégrer tout ça dans mon quotidien? Il y a moi, je donne plusieurs astuces. Il y a des petites choses d'urgence. Je vous donne des petites choses d'urgence, des endroits à stimuler. Par exemple, en urgence. Là, je vais vraiment devoir me retrouver maintenant à parler. Je suis hyper stressée. Je sens que ma voix va se bloquer. Je vais vous donner des petites choses qui prennent 2 secondes à l'instant T pour pouvoir se réactiver, se recentrer, qui ne demandent pas beaucoup de temps et qui sont applicables. Donc ça va être de l'état d'urgence. Après, l'intérêt, c'est de faire quand même sur de la progression et de faire de la remodélisation en fait. Donc là, ça va prendre un peu plus de temps et il faut pouvoir le faire un peu tous les jours. Donc moi, ce que je donne, c'est en général 3 mouvements. Des mouvements simples que vous avez à faire chez vous. Et de toute façon, il ne faut pas dépasser 10 minutes par jour. Donc si c'est 3 minutes, si c'est 2 minutes, c'est mieux que rien. En fait, le cerveau, pour pouvoir comprendre une nouvelle information, il a besoin de rythme et de répétition. Donc on lui envoie des stimulations par des autobercements, entre autres, qui vont lui permettre petit à petit de construire en fait cette sécurité. Il a besoin de recevoir une petite dose de même information dans un état sécuritaire tous les jours pour que petit à petit le réseau neuronal tout simplement crée des nouvelles connexions, des nouveaux chemins plus sécurisantes pour lui. Ok. Et ça, plutôt, c'est sur une période de combien de temps généralement pour que ça s'ancre? Quelques semaines, en fait, au bout, entre deux rendez-vous, donc comment j'opère, on va se parler, on va formuler un objectif. Après ça, on va aller, je vais avoir des questions un peu d'anamnèse pour faire un peu du fond, pour que vous aussi vous preniez conscience de votre façon de faire avec un point de vue qui est différent. Et derrière, on va faire des tests physiques, on va vraiment aller regarder dans votre corps. Je vais vous faire des tests pour tester vos réflexes, où on va essayer en fait, mon but, c'est de vous faire ressentir. Il faut que vous preniez... La conscience du corps va être que si je vous fais faire lever les bras devant vous et tourner la tête à droite, si votre bras il part ou que votre buste il tourne, c'est un réflexe primitif. C'est-à-dire que dans votre corps, c'est pas assez séquencé. Les bras ne savent pas qu'ils sont indépendants du tronc et de la tête. Donc ça, par exemple, c'est des choses pour que vous preniez conscience de votre organisation corporelle. Et après, je vous explique un peu plus ce que ça peut impliquer et pourquoi, du coup, par rapport à votre objectif, le fait de fonctionner comme ça, c'est pas bénéfique. Et on va apprendre à ce que votre corps, il fonctionne tout simplement différemment. Okay. Très clair. Et est-ce que tout ça, ça fonctionne de façon agrégée? C'est-à-dire quand j'ai un collectif avec moi, que je vois parfois qu'il y a des résistances, que les gens ont du mal avec la conduite du changement. Est-ce qu'il peut y avoir
accompagnement, une façon d'entrevoir la question de ce réflexe un peu primitif de l'équipe. Alors, ça, c'est une bonne question. Je pense qu'il y a un effet de groupe aussi. Et quand, en fait, ça m'arrive d'animer des ateliers collectifs. Donc là, c'est pas pour travailler sur un objectif précis avec une personne. Par contre, on pourrait très bien imaginer de travailler sur une cohésion d'équipe. Et là, en fait, c'est quoi la cohésion d'équipe? En fait, de mon point de vue, ça va être que les gens puissent communiquer, se sentir en sécurité pour communiquer dans un environnement serein et qu'ils puissent arriver à atteindre un objectif commun tout en pouvant avoir un espace suffisant chacun dans cette collectivité pour pouvoir se sentir à leur place, atteindre leur but et communiquer avec le reste sans se sentir en danger en fait. Ouais. Donc chacun a un rôle à jouer et chacun doit être valorisé dans l'espace. Donc ça, il y a des mouvements qui peuvent être tout à fait faits et justement par le groupe, en groupe pour se sentir en sécurité ensemble en fait. Okay. C'est vraiment une création de liens si vous voulez. C'est créer des liens avec les autres où on se sent ok dans ce lien. Et c'est comme tout, ça se travaille. En fait, on arrive, regarde, on se connaît depuis des années, on a mis du temps à tisser des liens. Donc là, ça peut être plus rapide parce qu'on va donner un contexte pour ça, on va faire des stimulations et des jeux entre guillemets, c'est un peu comme apprendre par le jeu pour que le cerveau il se sente à l'aise et qu'il prenne du plaisir et qu'il se motive en fait. Donc il y a des mouvements qui permettent tout à fait de créer des liens. On comprend une autre approche, mais avec un objectif qui peut être... J'aime bien cette idée de redonner de l'espace à chaque individu dans un collectif. C'est ça, finalement, un collectif, c'est quoi? C'est des individus qui ont besoin d'être l'individu qu'il est au sein du groupe et de pouvoir vraiment s'y sentir en sécurité pour communiquer, pour donner le meilleur de lui-même, pour avoir la motivation nécessaire. Et voilà, ce qu'on dit là est valable aussi dans l'espace d'une famille, j'imagine. Hein. Exactement, ouais, mais c'est exactement ça. Chacun a un rôle à jouer. Des fois, j'entends des parents qui disent « Ah ben mon conjoint, il m'aide avec le petit ». Bah non, en fait, il est le père. C'est-à-dire que, en fait, c'est son rôle. On n'a pas besoin de céder. On a chacun besoin d'être à sa place, en fait. C'est vraiment une question de place. Et ma fille de 2 ans, en ce moment, elle est complètement là-dedans et c'est rigolo. Elle dit place, place, place. Elle veut sa place. Elle veut s'asseoir sur le canapé. Elle veut être sur le lit. Et elle dit papa, place, maman, place. Et là, moi, ça me fait rire parce que du coup, par rapport à ce que je fais, je me dis, mais elle est complètement dans le sujet, en fait. C'est vraiment, c'est ça, en fait. C'est ça, être à sa place, se sentir à sa place et avoir sa place qui est reconnue en tant qu'individu qu'on est et acceptée complètement, en fait. Merci, c'est intéressant de faire tous ces liens entre l'individu, le corpus systémique, la famille. On voit bien que tout ça, c'est un ensemble. Et c'est sûr que quand on arrive en entreprise, on arrive avec une partie de sa famille et une partie de son individu et inversement. Et tout ça, on l'a un peu perdu de vue souvent en entreprise où on espère avoir des collaborateurs qui sont prêts et dispo, quelle que soit la vie de famille. Et ça ne se passe pas toujours comme ça. Alors j'ai une question qui porte sur, j'ai lu, je ne sais plus si c'est sur ton site ou peu importe, sur ton Insta. Tu dis souvent qu'on est tous la clé de notre propre succès, mais qu'est-ce qu'on fait si on a perdu cette clé? Déjà, ne pas hésiter à demander de l'aide en fait. Souvent, si on se sent vraiment perdu, en parler. N'hésitez pas en fait à en parler. Vous allez voir que déjà vous sortir de l'isolement parce que des fois on la perd et puis ça entraîne un peu un système. Voilà, on se dévalorise. Du coup, on a du mal à retrouver la motivation. Le corps lui-même en fait se laisse submerger, n'arrive plus à traiter les informations qui rentrent. Donc dans un premier temps, je dirais vraiment, si vous avez au moins une personne avec qui vous vous sentez suffisamment en sécurité, ce qui peut être difficile, mais au moins une personne, déjà peut-être ouvrir le sujet, déjà de mettre des mots sur ce qui est en train de se passer, de reconnaître cette vérité en fait. Ça c'est vraiment la première chose. Et de pas essayer de se rassurer, de rester dans la tête en disant bon ben ça va aller. Quand on n'est pas bien, on n'est pas bien. Enfin voilà, c'est ok. En fait, on est tous humains. Je pense que l'erreur c'est de pas le communiquer et de pas. Et ça montre bien qu'on n'est pas en sécurité en fait, avec soi, avec ses émotions, avec sa façon d'être. Si on n'arrive pas à faire ce passage quoi. Donc ça, pour moi la première chose ce serait de pouvoir en communiquer à quelqu'un de confiance. Oui, c'est quelqu'un de confiance, ça peut être effectivement un thérapeute, mais ça peut être aussi un ami, un membre de la famille, un collègue. Bien sûr. Ou je sais pas moi, un inconnu. Enfin, des fois on est peut-être plus à l'aise aussi, vous êtes au café, il y a un gars à côté, une discussion se lance. C'est vrai. Mais franchement, toute expérience est ok, mais je pense que la meilleure chose c'est déjà de vous l'avouer à vous
de le figurer et de le dire à voix haute et peut-être de le partager dans un premier temps. Est-ce qu'on doit comprendre que la parole est libératoire du corps d'une certaine manière? Est-ce que tu observes dans tes accompagnements qu'une fois que les choses sont exprimées, le corps arrive à reprendre sa place et être une aide à la décision éventuellement? Exactement. En fait, le corps, il a besoin qu'on lui dise en fait ce qui se passe. C'est comme l'enfant. L'enfant, il traverse quelque chose et aujourd'hui, on est quand même suffisamment avancé pour savoir que c'est pas des caprices en fait qu'il fait. Il essaye juste de dire quelque chose qu'il ressent, qu'il n'a pas forcément compris. Et on doit lui dire en tant que parent, ok, là je vois que tu es triste, je vois que tu es en colère, je vois que tu es déçu. Valider en fait ce qui est en train de se passer. Et donc aujourd'hui, en tout cas moi j'applique cette méthode éducative avec ma fille et ça se passe très bien. Et je me rends compte que moi j'étais incapable de faire ça pendant des années en fait. Donc je savais même pas ce que c'est. En fait, je savais même pas ce que c'était. Tu te sens pas bien mais t'arrives pas à le décrire en fait. Parce qu'on t'a pas appris, on n'a pas appris. Dis à ton système nerveux, on lui a pas mis les mots qui correspondaient à ce qu'il a ressenti. Du coup il y a un décalage constant en fait. Et une incompréhension. Et qu'est-ce que tu conseillerais, là je reviens sur le champ de l'entreprise, qu'est-ce que tu conseillerais à un manager qui voit que son collaborateur ne va pas bien, mais se refuse finalement à le voir? Et il le voit, il voit que ça Je pense qu'il y a des façons différentes d'ouvrir la discussion. Peut-être faire quelque chose d'informel. Déjà, ne pas convoquer comme s'il y avait un problème. Petit 1. Ne pas en faire tout un pataquès, en fait. Déjà, c'est la première étape. C'est, en fait, tu es un être humain, c'est normal que ça aille pas. Donc pas faire comme si c'était un truc de fou qu'il fallait absolument résoudre et que ça allait pas. Non, parfois il y a juste besoin de l'accompagner, en fait, de l'écouter, de l'entendre et d'ouvrir un espace de discussion. Donc parfois moi je ferais un truc plutôt détourné. On va aller marcher, on va faire un tour et on en parle comme si, mais pas sous le prisme de tes objectifs, de ce que on s'en fiche, sous le prisme de l'être humain en fait. En ce moment, ou peut-être commencer à se livrer un peu sur soi, à dire oh là là, moi ce matin c'était difficile. Là, je pense qu'une bonne approche c'est l'exemple. L'exemple c'est de montrer que vous êtes humain en fait. Toi aussi ce matin, ça se trouve. D'une certaine manière aussi. C'est ça. Ce matin en te réveillant, peut-être tu as eu un truc qui a été. Qui t'a fait vivre des émotions, alors tu as su rebondir et passer à autre chose, mais peut-être ouvrir comme ça. Et petit à petit, la personne, elle va peut-être aussi se dire ah ouais, bah c'est sécurisant, lui en fait il me parle de ça, donc ou elle, et du coup lui montrer que ça existe en fait. J'aime bien ce côté, amener de la légèreté et finalement toucher à des sujets sérieux sans trop se prendre au sérieux. Les managers ne sont pas des thérapeutes, hein, donc ils sont juste des réceptacles de l'information et éventuellement d'empathie, hein, avec capacité d'écoute tout simplement. Qu'est-ce que tu conseillerais à un manager pour justement ramener de la joie peut-être dans le quotidien? Parce qu'on le sait, hein, c'est pas toujours très joyeux dans les entreprises. Déjà, il faudrait que lui, il arrive à trouver les leviers qui lui le mettent en joie en fait. Et à pouvoir la partager. Je pense qu'en fait, moi tu vois, aujourd'hui je me dis, je sortirais complètement même du cadre. Déjà, j'arriverai pas en me disant je suis manager, il faut que je trouve des solutions. Déjà, je pense que la clé, elle est là. En fait, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de problème. Il y a des choses qui ne sont pas efficaces et qui ne marchent pas de la meilleure façon possible. Est-ce que c'est un problème? Non. C'est une façon. En fait, on va dire que c'est un système A. Actuellement, on a une situation qui est celle-là. On veut arriver à une situation B. Il faut déjà la projeter. Qu'est-ce que j'aimerais pour mon équipe? Au lieu de me dire qu'il y a des problèmes, je me dis, je vais viser là dans la situation A, ça marche pas, ça marche pas. On n'est pas hyper performant. Je vois que les gens, il y a un gros taux d'absentéisme. Je vois qu'il y a beaucoup de personnes qui sont malades. Bon, ok. Est-ce que ça, c'est une situation qui me va? C'est la situation A. Non. Alors, maintenant, je vais atteindre une situation B. Les gens sont en meilleure santé, ils sont contents de venir, on discute plus, on a ouvert un champ qui est intéressant, on peut tous communiquer. Comment j'arrive à la situation B? Déjà, il n'y a pas de problème en soi, il y a des situations. Donc ça change déjà toute la perspective en fait. Ensuite, je ne suis pas manager, je suis un être humain et je peux trouver des solutions. Donc comment je mets en place des solutions concrètes avec mon expérience d'humain? Donc déjà, qu'est-ce qui, moi par exemple, dans mon quotidien, ferait que je me sentirais mieux? Et trouver un petit peu, petit à petit, déjà vous, cette énergie en vous, si c'est possible bien sûr, d'aller déjà comprendre. Et si vous ne la trouvez pas, n'hésitez pas aussi à en parler. Parce que vous êtes... En fait, mais bien sûr, en fait, si on sort du prisme de sa fonction, tout est plus simple en fait. C'est-à-dire que ça donne des contraintes, je pense, on s'attache à des contraintes qui sont trop lourdes et que peut-être le système nerveux, pour l'instant, sous contrainte, a du mal en fait à trouver des solutions. Or que si on sort de ce cadre de contrainte et qu'on pose un nouveau cadre, déjà poser un nouveau cadre concret en fait.
ok, je fais partie d'un groupe d'êtres humains. Pour l'instant, c'est moi qui dois donner le cadre et poser le cadre pour ce groupe d'êtres humains. En ce moment, on fonctionne comme ça. Ça, c'est pas exactement ce qu'il faut faire. Enfin, je vois bien qu'il y a quelque chose qui dysfonctionne par rapport aux objectifs qu'on veut se poser. Qu'est-ce que je peux faire pour arriver à leur donner envie de faire différemment? Et déjà, moi, poser un cadre clair, mais pas un cadre problématique, un cadre d'ouverture de solutions, en fait. Ouais. Très clair. Et j'imagine aussi impliquer le collectif dans tout ça. Trouver en tout cas des formules pour impliquer le collectif et qu'ils ne se sentent pas juste dans l'exécution du futur plan. Exactement, c'est vraiment c'est ouvrir à la collaboration et c'est pour ça que je trouve que en fait en partant de soi et en parlant de son expérience, en montrant en fait, ça ouvre une porte en fait, ça ouvre vraiment une porte pour que les autres puissent se sentir appartenir à ça et puissent faire écho et interagir en fait de façon sécuritaire. On touche à la question de la vulnérabilité, hein. C'est voilà, accueillir le fait qu'en parlant de soi, certes on ouvre une zone qui peut sembler de l'ordre de la vulnérabilité, mais qui en réalité apporte une authenticité, une puissance à laquelle on n'accède pas si on ne se donne pas cette autorisation, quoi. Exactement, et puis ça démystifie en fait. Au final, ça rend les choses normales et naturelles. On est des humains normaux en fait. Ça veut dire quoi? C'est bien, ça. C'est juste naturel en fait. Vous êtes tout ça et la société a fait qu'on s'est mis des cases, des objectifs, des choses. Et on oublie en fait la base. La base, c'est que on est tous pareils, on a tous les mêmes moyens de fonctionnement, on les a pas tous branchés pareil. Et on peut continuer à les faire évoluer pour mieux communiquer. Et pour c'est vraiment l'idée de passer d'une situation A à une situation B qu'on pense plus équilibrée en fait, tout simplement. Ouais. Ok, merci. On avance dans l'enregistrement du podcast. J'ai encore 2 questions pour toi. La première, c'est une question un peu intime, hein, que je pose à toutes les personnes que j'interviewe. Si tu avais en face de toi la petite Laura de 6 ans, là, qu'est-ce que tu aurais envie de lui partager? Alors, je lui dirais que la vie c'est super, qu'elle se sent peut-être en ce moment pas écoutée, pas reconnue, pas entendue, mais qu'elle a toutes les capacités en elle en fait, tout simplement pour pouvoir avancer et qu'elle va trouver que elle sait tout est là en fait. Tout est là, elle peut juste le prendre et les attraper et qu'elle ait confiance. Et que je lui fais confiance aussi et qu'elle peut se faire confiance surtout. Merci. Est-ce que tu aurais une personne à nous recommander pour un prochain épisode? Voilà, quelqu'un qui toi t'a inspiré Alors, une recommandation, moi, mais après, bon, on fait un peu la même chose, donc c'est pas forcément. Il s'appelle Lucas Bourguignon et il fait des conférences et c'est pareil, il utilise beaucoup, voilà, centraliser l'humain, se remettre. Mais vraiment sur tous les pans, sociétal, le corps, donc il fait aussi des réflexes primitifs de la kinésiologie, et il aborde toutes ces questions aussi par ce prisme-là. Et son travail est vraiment très complet et très intéressant par rapport à tous ces sujets de où on va, comment on construit notre société de demain, comment on interagit, et que tout ça c'est le cœur des entreprises de demain, dans quel monde on veut que nos enfants vivent et qu'est-ce qu'eux vont pouvoir apporter, qu'est-ce qu'on leur laisse et qu'est-ce qu'on crée pour eux. Ok. Voilà. Ok. Lucas, bah, écoute, Voilà. on essaiera de le contacter de ta part. Pourquoi pas. Plus de chances peut-être qu'il réponde. Et la dernière, alors c'est pas forcément une question, mais voilà, dans tes dernières lectures ou tes dernières écoutes de contenu, podcasts et autres, est-ce qu'il y a quelque chose qui te vient à l'esprit qui pourrait aider nos auditeurs à aller un peu plus loin? Alors, un livre qui est très intéressant, alors ça part du prisme de l'éducation pour les enfants, mais très honnêtement, je pense que c'est des tips qui sont valables en fait à tout âge, parce que finalement, surtout quand on est manager, en fait on est tous un leader et un manager de sa propre vie, entre guillemets. On a tous cette responsabilité en fait de savoir comment activer sa motivation, de savoir comment partager, de transmettre des choses. Finalement, en tant qu'être humain, on l'a tous. Donc, est-ce qu'on n'est pas déjà tous des leaders d'une certaine manière sur différents niveaux? Et donc, il y a un livre, ça s'appelle, on en parle aussi beaucoup en ce moment, et je pense que c'est vraiment un effet de mode. Ton enfant est-il TDAH ou pas? Et donc, l'auteur s'appelle Sam Dit Bien, donc c'est un nom.
Et je trouve que c'est très clair, très bien présenté. Et je pense qu'il y a vraiment plein de bon sens et de bonnes choses à prendre pour en tout cas faire évoluer sa façon d'être un être humain. Donc quelqu'un qui transmet, donc quelqu'un qui interagit, donc quelqu'un qui voilà, a besoin d'évolution et de se sentir heureux, quoi. Ok, merci pour cette recommandation et merci pour le temps que tu nous as consacré. Je pense qu'on a voilà, fait un voyage au cœur de l'intuition et au cœur des sensations du corps. Donc j'espère que les auditeurs savent maintenant ce que c'est que les réflexes primitifs au-delà voilà, du monde des dinosaures. Ils ont certainement la curiosité d'aller voir ce qui se passe en eux et peut-être d'avoir une lecture différente de leurs maux de dos, voilà, de leurs blessures et autres. En tout cas, merci beaucoup. C'était un moment très agréable. Je pense qu'on a partagé aussi de la joie et c'est important pour les auditeurs, notamment ceux qui sont derrière leurs écrans et assis sur leur chaise. Voilà, mettez-vous en mouvement comme on a pu le faire dans le jardin du Luxembourg. Merci beaucoup. Merci à vous, merci à toi Benoît en tout cas pour l'invitation et l'opportunité de pouvoir présenter cette pratique. Merci. Les échappées, ça s'écoute et surtout ça se vit. Les leaders n'attendent pas d'avoir le vent dans le dos pour avancer vers le prochain épisode.